Vous écoutez Kisiki, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cet épisode est la deuxième partie de l'expérience de Mariama, la créatrice de Zamani. Parce que moi, je te vois aujourd'hui, tes photos, je te vois sur les podiums, tu es souriante, tu représentes ta marque, tu représentes ton pays. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette image qu'on donne finalement, parce qu'on est dans un monde d'images aussi, avec les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que ça cache? Tout à fait. Dans toute chose, surtout en entrepreneuriat, en tout cas, peu importe le domaine que vous faites, il y a le dessus et le dessous de l'iceberg. Le dessus, c'est vraiment tout ce que vous voyez. Ça veut dire que c'est ce qu'on veut faire voir, qu'on montre, comme dit quelqu'un. C'est ce côté de voilà, des jolis sacs, de ceci, des expos et tout ça. Mais ça aussi, ce n'est pas que c'est, en tout cas dans mon cas, ce n'est pas une fausse information. C'est quelque part pour montrer aux gens que c'est possible. Ça veut dire que je n'ai jamais cru à un moment que Zamani arriverait même à ce stade. Pourtant, pour moi, ce stade-là, ce n'est même pas la moitié de mes objectifs. Mais ici, les gens peuvent avoir l'impression que quelque part, tu as réussi. Pour moi, la réussite, c'est bien au-delà. C'est-à-dire, il y a d'autres aspects, le fait de créer de l'emploi, etc. Mais je veux juste montrer que c'est possible. Mais pour rendre ça possible, il faut vraiment faire des compromis. Il faut faire des compromis. Et j'insiste énormément là-dessus à chaque fois. Pour ceux qui veulent entreprendre quoi que ce soit, réfléchissez bien. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là-dedans, mais personne ne peut savoir ce que je vis réellement. Il y a parfois où j'ai envie de tout laisser, quoi. Même aujourd'hui, j'en parlais avec des partenaires. Je disais, je n'ai plus envie de me battre pour mon pays. C'est dommage à le dire. Mais parce qu'on m'a montré tellement de choses, tu vois, et c'est décourageant. Il y a beaucoup de choses qui découragent, mais il y a beaucoup de choses aussi qui font en sorte que tu as envie de te battre, que tu as envie de montrer que c'est possible, mais il faut vraiment être prête sur tous les plans, et vraiment tous les plans. Il faut, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. On essaie de faire comprendre aux gens, de diriger maintenant les gens vers l'entrepreneuriat. C'est devenu comme un effet de mode, en fait. Et ça peut être une erreur. Il faut le faire d'abord parce que tu aimes ce que tu fais. Moi, je fais parce que j'adore la mode. Aujourd'hui, j'ai 1 million d'obstacles dans mon parcours. J'ai plein de problèmes à gérer, mais je suis souriante. Je gère mes problèmes de la façon la plus, je sais pas, parce que j'aime ce que je fais et parce que je n'ai pas démarré ça sur de fausses bases ou bien en comptant sur X ou Y. Et donc, c'est ça. Il faut être prêt. Il faut pas faire parce que tout le monde fait. Et il ne faut pas faire parce que X ou Y. Il faut vraiment le faire parce qu'on est prêt, parce que ça demande vraiment énormément de sacrifices. Et qu'est-ce que tu penses avoir sacrifié aujourd'hui? Le fait de ne pas aussi te faire comprendre par la société où tu es. Le fait dans la vie sociale aussi, parce que tu as moins de temps, moins de trucs pour ceci, ceci. Donc, le côté social peut prendre un temps parce que si tu ne te fais pas comprendre, en fait. Mais c'est surtout le fait de gérer, en fait, toutes ces tensions internes là qui fatiguent, en fait. Donc, et c'est compliqué au quotidien, oui, mais ça c'est bon côté aussi, quoi, comme je dis. S'il y avait un grand moment de célébration, un exemple de grand moment de célébration que tu peux partager, qu'est-ce que tu gardes en tête? Un moment où tu te dis, ouais, là. Un grand moment, je dirais, il y en a plusieurs, hein, mais, moi, j'aime les détails, hein. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est pour ça, parfois, je repose la question d'une manière, mais je la repose encore, parce que j'aime les détails. Moi, je dirais, trois. L'une des premières, c'est vraiment la première fois où j'ai reçu le premier prix en accessory designer en Afrique. Et ça, c'était justement en FIMA. Et ça m'a montré qu'en fait, on a eu à montrer j'ai envie de dire aux yeux du monde que voilà c'était un sentiment pour moi, c'était comme, ok, donc ça veut dire que ça va, c'est pas mauvais ce que je fais, en fait. Je gère un peu. Voilà. Tu commences à te dire, ok, quand il y a une reconnaissance, la première reconnaissance que tu reçois, donc ça te donne espoir, en fait, tu es consciente qu'il y a le chemin reste long, mais ça te donne espoir,
qu'il y ait des gens ailleurs qui ont approuvé ce que tu fais. Et ça a été l'un des beaux moments quand même. Et la deuxième, c'est vraiment la première fois où j'ai mes parents qui assistent à mes défilés. Comme j'ai dit, le Niger est une société un peu complexe avec des traditions, voilà, culturelles, religieuses, etc., qui font qu'il y a il peut y avoir certains préjugés sur la femme entrepreneur dans un milieu comme le Niger. Que ta famille te soutienne, c'est quelque chose de très important aussi. Par exemple, pour le cas de mon père, les défilés et tout ça, c'était pas trop sa tasse de thé. Mais il a fini par l'accepter et il vient quand il peut à mes défilés et ça, c'était quelque chose. Et je lis, je vois dans le visage ou en tout cas dans mon entourage, mes parents me soutiennent et ils sont fiers de moi et ça, c'est quelque chose qui fait qu'avec tous les 1000 problèmes que tu peux avoir, tu as de la force. Et tu te dis, ok, je peux y arriver avec leur bénédiction, quoi. Et la troisième fois, c'est vraiment à l'inauguration de de mon premier showroom. Et je me suis dit, là, voilà, j'ai fait quelque chose de concret et voilà, les choses commencent à se dessiner. Tu as combien de showrooms? Là, j'en ai un à Niamey, physique en tout cas. Après, le reste, c'est des représentants. Au Burkina, Côte d'Ivoire, Dakar, etc. C'est vraiment comme des représentants dans quelques pays qui représentent la marque, en fait. Et tu livres dans le monde entier? Oui, dans le monde entier. Mais est-ce que tu es ouvert au partenariat? Si quelqu'un veut être ton représentant, par exemple, moi je suis en Australie, je dis bon, moi j'ai envie d'être représentant de Zamani en Australie. On est ouvert au partenariat, mais il y a certains critères. Comme j'ai dit, le fait de me positionner en tant que marque, j'essaye d'avoir une ligne directrice et j'essaye aussi de fonctionner en fonction de vraiment canaliser les choses. Ça veut dire que pour les représentants, par exemple, même avec ceux qu'on travaille, l'une des critères, par exemple, c'est qu'il faut que la personne ait un local, un showroom, une boutique, un concept store, une galerie, en tout cas un local. Parce que dans ma logique, ça ne serait, c'est beaucoup plus intéressant quand la personne a un local et que on peut dire à la personne, par exemple, le représentant de Dakar, allez-y à Arca Concept Store situé à Avenue. On donne une adresse exacte au client, en fait. Et on le met dans notre book comme ça, dans nos canaux de communication comme ça. Mais quand c'est une personne physique, on dit, contactez Madame Fatou, et que le client va appeler Madame, je dis n'importe quoi, le client va appeler Madame Fatou, allô, oui, je suis pas à la maison, je suis au marché, quand je reviens, je vous livre le sac. Bon, c'est pas professionnel, en fait, quand c'est vraiment pour moi. Et donc, on a essayé de centraliser les représentants en fonction de ces critères-là. D'abord, avoir un local et ensuite, tout se fait en fonction de la formule que vous allez opter parce qu'il y a les dépôts ventes, les commissions, etc. Tout dépend. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent être représentants, qui ont des boutiques, ils peuvent rentrer directement en contact avec vous et vous allez leur dire. Exactement. Tant que la personne a un local dans le pays, que ça soit dans n'importe quel pays, ils peuvent rentrer en contact avec nous et nous, on va discuter avec la personne. Une femme qui se lance autant, à corps et âme, parce que tu saisis ton projet à bras le corps, avec tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Est-ce que tu arrives à avoir une vie privée? Est-ce que tu arrives à avoir une vie de famille, une famille à toi? C'est vrai que, vu de l'extérieur, effectivement, c'est l'une des questions qui trotte dans la tête de pas mal de gens. C'est de se dire, en tout cas, comme j'ai dit, hein, dans mon cas, je me suis vraiment donné corps et âme. Je me suis vraiment accrochée à cette activité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait toute ma vie ces Zamani, en fait. C'est même pas que c'est ça même, c'est que je le confirme. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que dans la vie, parfois, il faut faire des compromis, en tout cas quand tu essaies de te lancer dans certaines choses. Il y a des sacrifices. J'ai parlé aussi de sacrifices. Aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai sacrifié ma vie sociale, on va dire, mais ça a pris un coup, ça c'est sûr. Parce que quand tu es en train, du matin au soir, là même ça va, parce que là j'ai que l'activité. Mais avant, quand j'avais mon boulot, je descendais à 18h, c'est en ce moment que je vais me commencer de la manie, je pars le soir, etc. Quand je jumelais les deux, c'était très compliqué. Donc,
c'était difficile. C'est pour ça que j'ai parlé on ne me comprend pas forcément. Mais je me dis, moi, quelque part, je refuse aussi de sacrifier cette vie de famille là aussi, parce que c'est ça qui est ma force. J'essaye de trouver, peu importe, dans mon calendrier, en tout cas, que je me dis, ça, c'est par exemple, si je prends par exemple le dimanche. En principe, même les dimanches, nous, on travaille. La boutique est ouverte, l'atelier, on doit superviser le matériel, etc., la production. Mais le dimanche, j'essaye de tout faire en sorte de ne pas mettre le pied dehors. Que c'est bonjour, personne ne me, non, je veux rien. Mais c'est pas facile parce que comment tu vas faire? Ils vont t'appeler, ils vont te faire ci, il y aura des problèmes qu'il faut forcément que tu interviennes. Mais j'essaye en tout cas de ne pas, tout mélanger, d'avoir un côté pour mon travail, un côté de séparer les choses en fait. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Mais Au démarrage. Est-ce qu'une femme qui gère autant ne fait pas peur? Oui, mais ça j'ai envie de vous dire même vous avez même touché le nerf du problème. Parce que, on sait, en tout cas, vous savez qu'on est en Afrique, vous savez comment ça se passe. L'Afrique reste l'Afrique. L'Afrique a ses codes. Il faut que les gens y comprennent. Et je sais qu'en ce moment, tout le monde est en train de militer pour le changement des mentalités, l'émancipation de ceci, c'est ça. Mais je pense qu'on a du temps sur la planche. Parce que dans beaucoup de pays encore, plus particulièrement le Niger, je dis le Niger, la femme a une place dans la société qui est bien tracée. Ta place, c'est ça. Ce que la femme fait, c'est ça. Maintenant, quand toi, tu sors du lot et que tu essaies de montrer cette image de la femme qui peut, l'autonomisation de la femme, etc., tu peux être mal vu. Tu peux faire entre guillemets peur aussi, comme vous avez dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent juger aussi sans te connaître, genre ne même pas t'approcher parce que il y a une image, une étiquette qui est là en fait. Et on te juge en fonction de cette étiquette-là, sans t'approcher, sans savoir réellement qui tu es. Parce qu'il y a moi, par exemple, je suis Zamani et il y a moi en tant que Mariama. Donc aujourd'hui, les gens me voient et me jugent en fonction de Zamani. Les gens ne me voient pas en tant que moi, un être humain Mariama, avec mes défauts et mes qualités. Donc c'est tout de suite se dire, ah, mais c'est là, mais oulala. Genre, ça fait peur, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Qu'il y ait toujours ce complexe ici. C'est un complexe. Je pense. Pour moi, c'est un complexe. Ça veut dire que il y a encore du mal à comprendre que la femme peut arriver à certains niveaux, en tout cas sur le plan professionnel, sans faire peur, sans être jugée. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit la dernière fois qu'il fait une vie, mais la même question que vous m'avez posée, oui, mais est-ce que, il y a plein de gens qui me posent la question, mais est-ce que tu as du temps même en fait pour toi? Est-ce que ça t'arrive de faire ceci, faire ça, sortir, faire ci? Tu as du temps pour toi au moins? Non, it's like, en ce moment, j'ai pas de temps pour moi parce qu'il y a que moi. Mais demain, quand j'aurai d'autres priorités, d'autres responsabilités, c'est sûr que je n'aurai pas la même ligne directrice. Comme on dit, l'être humain, enfin, on est élastique, on s'adapte en fait en fonction des conditions et des circonstances. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, c'est Zamani en fait qui est mon, voilà. Mais aujourd'hui, tu as un bébé à faire grandir et dès que ton bébé sera autonome, tu le confieras peut-être un peu plus aux autres et tu pourras à ce moment-là t'occuper d'autres projets plus personnels. Exactement. Non, je veux juste dire que c'est possible. Il y a 1 million de femmes à part moi qui sont qui sont un peu dans le même cas, mais c'est possible. Mais tout le monde, c'est des étiquettes en fait. Mais je vois bien que c'est possible en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de ton activité? Si oui, en combien de temps tu as réussi à vivre de ton activité? Honnêtement, non. Ça peut paraître pas évident ou pas facile à croire, mais non. Parce que vivre de son activité, vraiment, il faut des années. Pour moi, dans mon cas, c'est mon cas que je connais plus en détail. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que je peux vivre vraiment de façon sereine
de Zamani. Mais souvent, il m'arrive de passer dans ma tête à me dire, mais et si je trouve une autre activité, ou bien en tout cas que je trouve quelque chose de parallèle, parce que la vie est imprévisible, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et si ça ne marche plus, et si du jour au lendemain tout bouleverse. Donc, l'activité que je mène, il y a énormément de charges. C'est ça qui, dans mon cas, c'est plus complexe, parce que il y a des activités où c'est plus facile. Tu as le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Le fait que j'ai voulu, je ne le regrette pas, c'est pas une erreur, mais le fait que j'ai voulu maîtriser toute la chaîne de production de A à Z, ça fait qu'il y a énormément de charges. Et ces charges-là pèsent beaucoup. Je me rends compte que plus ça avance, plus les charges même augmentent. Bon, après, c'est normal, c'est la loi aussi de l'investissement. Plus enfin, ça roule, en fait. Mais, pour moi, aujourd'hui, c'est simplement pouvoir me dire, est-ce que l'entreprise peut s'auto-suffire, en fait? Est-ce que les fonds, ça roule, un fonds de roulement et que j'ai pas besoin d'aller faire des prêts bancaires ou quelque chose comme ça. Mais dire que je vis de ça jusqu'à ce qu'il y ait des bénéfices, etc., non. Tout ce sort du showroom en recette repart automatiquement à l'atelier. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, tu vis toujours chez tes parents? Oui, là, je vis toujours chez mes parents. Du coup, ça allège, toi, tes charges perso, c'est ça? Ah oui, complètement, hein, ah oui, c'est ça, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que si j'étais à mon propre compte, enfin, si je vivais seule, avec les charges, par exemple, si je devais louer une maison, machin, etc., facture, je sais pas trop, hein. Moi, j'avais lâché mon boulot, donc c'est clair que ça n'allait pas être évident. On va dire que les réseaux sociaux ont ouvert aussi aux Africains des portes vers l'extérieur. C'est beaucoup plus facile d'avoir des articles faits sur le continent. Mais entre vous, créateurs, entre vous, designers, est-ce qu'il y a un climat d'entraide et de partage? Oui, ça c'est une bonne question aussi parce qu'effectivement, souvent les gens parlent de la synergie en fait, la synergie de façon générale en Afrique, que toute l'Afrique se tienne la main et qu'on fasse un. Et bon, ça dépend vraiment de sur qui. Par exemple, quand on participe aux événements, au défilé là, c'est vraiment le carrefour de rencontres de toutes les horizons. Ça veut dire que vous pouvez avoir des créateurs venus du Nigeria, du Ghana, des États-Unis, de la France, de partout dans le monde. Mais après, est-ce que on arrive à créer vraiment une synergie solide entre tous ces créateurs? Ça dépend. Parce qu'à la fin de ces événements, c'est clair que vous faites des affinités en fonction de avec qui le courant passe mieux, etc. Il y a de la synergie avec certains créateurs, d'autres aussi, ce n'est pas le cas. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Est-ce que aussi si vous êtes dans le même domaine, est-ce que la personne va mal interpréter ça ou pas, te prendre pour un concurrent ou pas, etc., etc. Est-ce que la personne va vouloir partager ses voies et moyens avec toi pour que vous avancez? Bon, ça dépend vraiment. Mais toi, personnellement, tu te sens aidée, tu te sens portée, on va dire, par les aînés, parce que tu es toute jeune dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te sens portée par tes aînés? Est-ce que tu as l'impression qu'ils te facilitent un peu la route là où ça a été peut-être plus difficile pour eux? Moi, dans mon cas, honnêtement, j'ai juste, c'est sur le terrain. J'ai appris moi-même. Je me suis cogné la tête seule. Je me suis relevée. Bon, mais après ça, quand maintenant ça a commencé à démarrer un peu, quand j'ai commencé à participer à mes premiers défilés, là, j'ai eu par exemple des conseils, vraiment de gens qui étaient là avant moi, qui me donnent des conseils sur comment ça peut se passer. Donc, encore une fois, ça dépend, comme j'ai dit. J'ai des affinités avec des créateurs, par exemple, d'Anaïa, machin, tout ça, qui m'aident beaucoup. On discute beaucoup, on s'échange les expériences, les solutions, tout ça, mais après, chacun vit ses réalités et ses problèmes en fonction du contexte et du pays où il est, en fait. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour Zamani? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quelle est ta projection pour Zamani? Ma prochaine étape, c'est vraiment d'ouvrir, par exemple, un deuxième atelier, pouvoir accroître la production et augmenter le nombre de boutiques, le nombre de showrooms. Mais pour ça, il faut que je résout le problème de production d'abord. Est-ce que, par exemple, le nombre d'articles que tu vends en moyenne par mois, c'est un chiffre que tu peux partager?
On va faire par semaine parce qu'on fait les productions par semaine. Et par semaine, ça varie. On peut aller jusqu'à 60, quelque chose comme ça. 60 par semaine, 50, 60. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est des choses qui sont faites à la main, tout dépend du nombre de l'équipe. Par exemple, si après j'ai les moyens d'augmenter mon équipe, d'accroître l'équipe, et que par exemple, au lieu que ça soit 10 personnes à l'atelier, j'arrive à embaucher 10 autres personnes, je dis n'importe quoi, que ça devienne par exemple 20 personnes. Au lieu de produire par semaine 60 sacs, on pourra désormais produire peut-être 150 sacs par semaine. Donc, c'est des objectifs à mettre en place pour augmenter la production, en fait. Mais dans 2 mois, si j'agrandis l'équipe, ça peut changer, en fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand je t'écoute parler. Tu dis, on peut augmenter l'équipe. À aucun moment, tu parles d'automatisation. À aucun moment, tu parles de dire, oui, si j'avais des machines, peut-être qu'on irait plus vite. Parce que tu tiens finalement à garder ce fait main-là, à créer de l'emploi. Tout à fait. Non, comme j'ai dit, ça vraiment, ça fait partie, c'était vraiment l'objectif principal de départ. Ça veut dire que l'activité repose en fait sur quelque chose qui va créer de l'emploi. Parce que comme j'ai dit, je pouvais dès le début ne même pas m'intéresser à ça. Ça veut dire que je fais faire par des machines et puis c'est réglé. Il y a personne n'intervient là-dedans, c'est que moi et mon activité. Parce que si on fait par des machines, je donne le nombre que je veux, les designs que je veux, on me les fabrique et puis on me les envoie. C'est ça en fait quelque part, comme j'ai dit dans l'un des, c'est que aujourd'hui ce qui fait peut-être l'originalité et l'authenticité, c'est de se dire que c'est vraiment fait à la main. Parce que moi je veux que les gens ils comprennent ça, que parce que souvent on dit fait à la main, mais on ne se rend pas compte. C'est vraiment ça en fait. L'activité, que c'est fait à la main. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à produire en quantité. C'est pour ça que parfois ça peut frustrer des clients quand on dit qu'il n'y a pas le nombre de sacs qu'ils veulent, etc. Parce que ça prend du temps pour fabriquer une seule pièce. Donc je tiens à effectivement à ce côté-là, que ça soit fait par des mains et non par des machines. Après, l'homme propose, Dieu dispose. Mais pour moi, quand on me demande aujourd'hui quelle a été ta contribution, quelle a été ta valeur ajoutée au Niger, c'est de dire fièrement que c'est ça la valeur ajoutée de cette activité au Niger. C'est de se dire que si on ferme Zamani aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui vont au chômage. Donc, que ça soit des personnes qui travaillent directement ou indirectement, c'est ça moi pour moi en fait. C'est ça pour moi. C'est ça, je veux garder ce concept-là en tout cas jusqu'à ce que, dans la mesure du possible. D'accord. Et quand il y a 60 sacs qui sortent par semaine, ces 60 sacs-là sont automatiquement vendus. Alors, quand ça finit à l'atelier, on fait le suivi, le contrôle qualité, etc. On les achemine au showroom. Donc après, nous, on expose. Et puis après, la troisième étape, c'est vraiment l'étape de la communication sur les plateformes et tout ça, savoir communiquer sur les collections. Plus ou moins, les gens commencent à connaître Zamani, que ce soit ici ou ailleurs. Souvent, dès qu'on publie sur les plateformes qu'il y a un nouvel arrivage tel jour au showroom, les gens, ils passent. Comme par exemple le week-end dernier où on a publié une collection que les gens adoraient beaucoup, la Rubis Noire. Et on a fait une petite vente flash où les gens sont venus et ils ont récupéré. On a réussi à liquider tout le stock. Mais parfois, ça dépend. Par exemple, on peut faire 2 semaines où le même stock est à la boutique. Et il y a combien de collections par an? Oh là là, ça quand même je peux même pas répondre à ça parce que au tout début, j'essayais de m'aligner en fonction de la stratégie que fait la plupart des marques, c'est sortir des collections, par exemple 3 collections dans l'année, ou bien 4, genre collection été, collection printemps, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai juste arrêté ce concept et je sors des collections à l'inspiration. Ça veut dire que dans le mois même, dans l'année, vraiment, on peut se retrouver avec 10, ça dépend vraiment beaucoup de collections parce que maintenant, je ne programme plus. Je me suis dit, chaque article doit être unique en fait et ça donne aussi quelque part, c'est ma façon à moi de faire en sorte que ceux qui veulent imiter, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui commencent à imiter nos articles et tout. Voilà, j'essaye de faire en sorte d'avoir une petite longueur d'avance, on va dire. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de prix? Les affaires Zamani, ça va de quel prix à quel prix? Pour la fourchette, pour l'instant,
Ça va de 5 000, 6 000 à 50 000. Ok. Donc, ça dépend vraiment de l'accessoire. Je dis aussi... En sachant que tout est fait à la main. Tout est fait à la main, c'est ça. Mais même ça, hein, c'est, comme j'ai dit là, on est dans ici, c'est pas la même appréhension. Ça veut dire que les gens savent très bien que, par exemple, des choses comme ça, fait à la main de A à Z avec des matières, machin, que, par exemple, en Europe et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Mais ici, c'est les mentalités. En fait, ici, même si tu dis que c'est 5 000, les gens vont trouver ça cher. Donc, il faut juste essayer de trouver le juste milieu côté prix pour faire comprendre aux gens que, bon, écoutez, ça demande du temps et puis il y a des gens et des impôts, des taxes à payer derrière, quoi. Donc, c'est un peu ça. Par contre, les prix que j'ai donnés, c'est vraiment les prix de la boutique, hein. C'est pas les prix parce que c'est différent quand c'est les expéditions. Par exemple, sur la boutique en ligne sur Africa, par exemple, il y a des trucs de même 160 euros, 170, ça dépend. Parce que on tisse des partenariats avec les compagnies de transfert de colis comme DHL et tout ça. C'est vrai qu'ils nous font en fonction du partenariat que vous allez tisser, on peut te faire des tarifs hors DHL, c'est-à-dire des tarifs avantageux. Mais quand on l'ajoute sur le prix du sac, ça peut toujours paraître cher quand même. Parce que DHL, tout le monde sait que c'est un peu cher, quoi. Après, j'essaye, à côté de ça, de trouver d'autres issues pour faciliter la tâche aux clients. En tout cas, pour réduire les frais aux clients. Et leur faire comprendre que bon, on peut expédier par la poste, mais par la poste, ça prend plus de temps que par DHL, par exemple. Si l'aventure Zamani était à refaire, qu'aurais-tu fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben, je me dirais que, par exemple, j'aurais pris plus de précautions au moment, par exemple, de l'approche de l'équipe des artisans que vous avez, le sujet que vous avez effleuré tout à l'heure. J'aurais pris en tout cas plus de précautions parce que moi au début j'ai été très très un peu naïve en me disant que le bien que je fais les gens ils vont le reconnaître en fait. Je me suis dit que je vais parce que on est dans un monde où plein de gens se font exploiter machin et ils le savent et quand tu viens avec un cœur ouvert, un cœur blanc que tu leur as montré noir sur blanc que c'est pas le cas et que ça créait, tu t'attends à une reconnaissance, mais que ça crée l'effet contraire. Donc, tu te dis alors, je me suis dit peut-être que j'ai échoué quelque part dans la manière de ficeler le projet avec eux. Donc ça, quand même, c'était quelque chose que j'aurais pu, oui, je pense qu'en arrière, j'aurais pu prendre plus de précautions. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, soit rentrer au Niger, soit se lancer dans l'entrepreneuriat au Niger, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit rentrer au Niger, soit se lancer dans l'entrepreneuriat au Niger. Oui. Toujours au Niger? Tu connais plusieurs pays, on va dire, tu connais le Burkina, tu connais le Niger, mais spécialement dans ces deux pays-là, parce que j'aime bien quand c'est dans le même contexte, parce que c'est des contextes qu'on maîtrise. Tout à fait. Si quelqu'un devait rentrer, qu'est-ce que je lui conseillerais, c'est ça? Si j'ai bien compris la question. Voilà, quelqu'un est parti, quelqu'un à l'étranger, moi par exemple, quelqu'un à l'étranger, la personne a envie de rentrer au pays, ou quelqu'un est sur place et déjà au pays, n'est peut-être pas parti quelque part, mais il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, qu'est-ce que je lui conseillerais? Oui. Pour quelqu'un qui est à l'étranger et qui rentre au pays, je dirais, comme je dis, il y a des bons côtés et les mauvais. Il faut juste s'armer entre guillemets, de volonté, de courage, mais il faut s'assurer vraiment de ce qu'on va faire. C'est vrai, on dit on n'est jamais mieux que chez soi. C'est vrai, par exemple, moi, je me dis peut-être que Zamani, je n'aurais pas pu démarrer Zamani si j'étais restée au Maroc, par exemple. Peut-être que je n'aurais pas fait Zamani, hein. Peut-être que je serais là juste à chercher du boulot par-ci, par-là, parce que quand on rentre, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Mais aussi, il faut vraiment bien tâter, entre guillemets, le terrain, quoi, avant de rentrer.
il faut vraiment s'assurer et avoir des objectifs bien précis quand tu rentres. Et quand tu rentres, c'est que tu as pris la décision de rentrer, alors tu sais pourquoi tu vas rentrer. Là, ça va être un peu plus facile à gérer. Mais quand tu rentres comme ça, juste pour te dire, bon, je vais rentrer voir ce que ça donne, on verra. Là, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Pour le cas de quelqu'un qui est ici déjà, qui n'est jamais sorti et qui veut se lancer, même quand on veut se lancer, rassurez-vous vraiment de ne pas faire quelque chose juste pour faire. Il faut faire parce qu'on aime. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans l'artisanat et la mode, quelqu'un d'autre est dans le cosmétique, quelqu'un est dans la restauration. Donc, c'est vraiment, il faut faire ce qu'on aime. Si moi, j'aime la cosmétique, alors je me serais lancée dans la cosmétique parce que c'est ça que j'aime. Et pas parce que mon ami a fait ou bien quelqu'un a fait. Donc, c'est ça. Tu es au pays, il y a plein de choses à faire en Afrique. Les gens, je pense que les gens se rendent compte, le tout dans des pays comme le Niger, il y a énormément d'opportunités et de choses à faire. Mais il faut s'assurer du domaine dans lequel on se lance et de faire parce qu'on aime le faire. J'aime dire les 3 P à chaque fois. Passion, patience et persévérance. C'est vraiment main keys. Comment tu penses donner le relais à la génération suivante sur cette activité, ou comment tu penses simplement leur avoir ouvert la porte? Moi aujourd'hui, je veux arriver à faire en sorte que même si effectivement tu n'es pas là, que ça ne soit pas ce type d'activité où quand tu n'es pas là, tout s'arrête en fait. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à proposer par exemple, des formations, mais vraiment, j'avoue que c'était des formations destinées que pour ceux qui travaillent au sein de Zamani. Parce qu'il arrive parfois que des gens nous contactent, qui disent pour tel ou tel projet ou pour telle ou telle association, est-ce que vous formez tout ça? Je réponds souvent qu'on ne forme que quand la personne travaille ou va travailler au sein de l'entreprise. Parce que la petite expérience que j'ai m'a montré quelque chose aussi qui m'a un peu découragée. Ça veut dire qu'on a eu à travailler avec des gens qui ont appris beaucoup de choses au niveau de l'atelier Zamani. Et demain, ces mêmes personnes sont allées faire des coups pas très sérieux au détriment de l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent je dis que on a beau avoir toute la bonne foi pour aider, il y a des choses qui peuvent décourager, mais tu ne perds pas espoir, quoi. Tu te dis que plus tard, peut-être quand la marque va devenir vraiment ce que j'ai en tête, qu'il y ait des gens qui puissent, en tout cas, trouver leur voie à travers ça. Pour moi, chaque fois, ça passe par la création d'emplois, en fait, que cette activité vraiment soit une source de revenus pour un nombre de personnes que je n'avais même pas prévu et que les autorités se rendent compte de ça, en fait, que les autorités de chez nous aussi se rendent compte qu'on peut quitter de petit à grand et que ça peut être bénéfique pour tout un pays, en fait, qui sache être à l'écoute des PME, des petites entreprises, parce que c'est nous qui pouvons changer, en fait, les choses demain dans un pays, en fait, les petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez effleuré tout à l'heure, la jeunesse devient consciente, en fait. Les gens comprennent. Tout le monde est en train de faire quelque chose, peu importe le domaine. Et tout à l'heure, je parlais même de ça aussi. Je disais, quand tu es quelque part, il faut que ton pays te valorise. Parce qu'ils n'ont pas idée de ce que tu peux apporter. Moi, personnellement, je ne dis pas quelqu'un, mais moi, je sais que je peux apporter énormément à mon pays, mais qu'ils se rendent pas compte de ça. Et je sais que ça peut être une activité qui peut faire non seulement rayonner l'image du pays, mais qui peut créer énormément, mais énormément d'emplois. Donc, c'est ça la valeur, c'est ça l'héritage. C'est que ça soit une entreprise qui crée le maximum d'emplois possible, parce qu'on a quand même un pays où le taux de chômage est très élevé, donc quelque part, c'est contribuer à la réduction de tout ça, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il faut que les autorités le comprennent. Et comment on peut soutenir Zamani? Aujourd'hui, chacun à notre manière. Aujourd'hui, le soutien pour moi, ce n'est pas forcément l'achat ou quoi que ce soit. Parce que l'une des choses que les gens doivent savoir pour un entrepreneur, en tout cas comme moi par exemple, le soutien moral et le soutien comme ce que vous faites par exemple, vous ne me connaissez pas, vous avez juste vu par exemple peut-être sur Instagram et tout, vous avez entendu parler et vous avez décidé à votre façon
de me contacter et de faire valoir ce que je fais à travers vos séries de podcasts, qui, à travers ça, peut-être des gens qui ne connaissent même pas Zamani vont connaître à travers cet enregistrement. Et ça, par exemple, c'est du soutien pour moi. Vous voyez, c'est que chacun a sa façon de soutenir. Il y a des gens, en une seule phrase, ils peuvent changer le sens de toute une vie. Donc, dans un milieu qui est constamment stressé, constamment fatigué, les encouragements, c'est ça qui aide à tenir, en fait. Et moi, je dis aujourd'hui, par exemple, les clients, les ambassadeurs, que je les appelle, c'est vraiment les petits mots qu'on reçoit sur les plateformes, par exemple, de la page de temps en temps. Bonjour Zamani, c'est super ce que vous faites un beau travail, continuez, ou bien des suggestions. C'est tout ça, c'est vraiment le rassemblage de toutes ces ondes positives de motivation. C'est ça qui te donne de la force à continuer. Donc, le soutien pour moi, c'est tout ça, simplement. Une seule phrase, c'est du soutien, en fait. Ben, merci beaucoup pour le temps, merci beaucoup pour la sympathie, merci pour c'est moi pour tout. Bonne fin d'après-midi et bien de choses à tout le monde. Merci. Bonne nuit parce que je sais qu'il est tard. Ouais, là il est 3 heures. Je vais faire ma deuxième partie. Wow. Ma deuxième partie. Allez. Bye bye. Bye bye, ciao, merci. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode avec Mariama. Dans cet épisode, nous passons du tutoiement au vouvoiement parce qu'il était 3 heures du matin chez moi et d'autre part, comme pour beaucoup de personnes que j'invite, nous avons enregistré directement sans un premier échange de vive voix. Je suis consciente du fait que le temps des personnes que j'approche est précieux et je préfère découvrir le parcours en même temps que j'enregistre en général. J'espère que cela ne vous a pas trop perturbé. À mon sens, acheter des marques qui créent de l'emploi sur le continent et au-delà de la simple consommation, c'est un acte militant. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de la marque Zamani. N'hésitez pas à vous rendre chez les représentants de Zamani ou entrer directement en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.